La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le tiramisu, le vrai, celui de sa grand-mère, du kombucha, son dessert en 3 services. Voici en vrac quelques-uns des sujets qu'on a abordés avec Lucas Di Palma. Après des premières expériences à la briqueterie et au champ-bar, Lucas est sur le point de se lancer dans une toute nouvelle aventure. Je ne vous spoile pas plus, mais gardez les yeux ouverts. Lui est vite tombé amoureux de la pâtisserie, mais a eu peur de se lasser de la routine des boutiques. Il a alors essayé la restauration et a désormais envie d'allier les deux, de garder le meilleur de chaque vision du métier pour en faire son propre métier. Un métier fait de concours, de challenge, de créativité et surtout sans routine. Au menu de cet épisode, quelles sont les textures d'un bon dessert, ce qui lui a donné envie de devenir pâtissier, comment il réfléchit ses desserts aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour Lucas, Bonjour Léa. comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Pour commencer cette discussion, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? Alors quand j'étais petit, j'en avais vraiment 2 sur lesquels j'arrivais pas trop à me décider. Il y en avait un qui était fait par ma grand-mère paternelle, qui est italienne, et donc du coup c'était OK. naturellement le tiramisu. Le tiramisu, ça c'était vraiment quelque chose dont je raffolais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sinon, à côté de ça, il y avait aussi le profiterole. OK. Et du coup, le tiramisu, le vrai, enfin la version, voilà, c'est ça, la classique, dans un grand plat avec juste du Ouais, mascarpone, le vrai bon tiramisu, quoi? e exactement, voilà quoi. C'est mascarpone, café, marsala, Ouais. biscuit cuillère et fini quoi, hein. Il y avait pas, enfin les œufs et puis fini quoi. Il y avait rien d'autre, surtout pas de crème montée ou quelque Non. chose d'autre quoi. Le classique, vénitien. Et c'est quoi pour toi, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Alors aujourd'hui, pour moi, le dessert parfait, c'est le dessert, assez léger, assez frais et avec beaucoup de contraste. Un très bel équilibre quoi, entre, l'acidité, la douceur, d'aérien, un petit peu de craquant. Voilà quoi, un joli jeu au niveau des textures et des saveurs, tout en légèreté. Par exemple, est-ce que tu as, je sais pas, soit dans les desserts que tu as faits, soit dans ceux que tu aimes particulièrement qui répondent à tous ces critères, ce serait lequel? Alors, comme ça, bah, même chose, j'arrive pas forcément toujours à trancher, mais il y en aurait 2. Il y en a un, qui dure, malheureusement parce que, bah, il suit la saisonnalité, donc il dure à peu près 3 mois dans l'année. C'est un Mmh. dessert autour de la rhubarbe, une cristalline de rhubarbe. OK. Et vraiment, ça a été un de mes plus grands desserts phares. Donc qui, pour moi, alliait vraiment tout, quoi. L'acidité de la rhubarbe, avec un petit peu la douceur de la gavotte, l'onctuosité du crémeux à la rhubarbe avec le croquant de la gavotte, la fraîcheur de la crème glacée à la rhubarbe, heu, assez sur l'acidité, de la rhubarbe naturellement. Et j'avais allié tout ça avec un peu de citron vert. Alors ça peut paraître un peu surprenant parce que généralement on n'allie pas deux amers ou Ouais. deux acides ensemble. Mais là, je trouvais que vraiment dans l'équilibre et dans le dosage, ça matchait vraiment très très bien. J'avais eu de très grands retours sur ce dessert-là.
Donc vraiment, ça, c'est un dessert qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur et que j'aime vraiment. Pour moi, j'ai vraiment atteint un très, très beau point d'équilibre là-dessus. Surtout qu'on est sur un dessert vraiment plein de fraîcheur en fin de repas. Et pour le deuxième, ce serait plus, bah alors ça, même chose, ça dépend aussi beaucoup quand même de la saison, quoi. En été, j'irai pas vers ce dessert-là, mais on va dire sur fin d'automne et hiver, un bon soufflé, euh, Ok. un soufflé, ouais, un soufflé chaud associé avec une glace et un fruit, genre un soufflé passion avec peut-être un sorbet mangue. Et voilà, ça aussi, ça a été un dessert que j'ai fait avec une assiette un peu en mode salade de fruits à côté, une quenelle de glace et le soufflé. Donc c'était un dessert un peu en trois services. Et l'ensemble matchait vraiment bien. La chaleur et le moelleux du soufflé. Avec un petit peu de croquant à côté sur la salade de fruits, il y avait un petit crumble dans le fond, les pétales de fruits, une crème Chiboost vanillée, et puis une quenelle mangue passion qui permettait d'apporter la fraîcheur et aussi un petit peu de peps grâce à la passion. Ok. Quand tu décrivais ton dessert à la rhubarbe, tu vois, tu disais il y a un peu d'acide, de crémeux, d'onctueux, etc. Est-ce que c'est ça pour toi qui fait un bon dessert? Ça y participe grandement pour moi. Voilà, l'équilibre, il est pas juste. Pour moi, l'équilibre ne se trouve pas juste dans les saveurs, il se trouve aussi dans les textures. Et quelles textures, tu vois, un petit peu sont les plus importantes? Enfin, en tout cas, enfin, pas qu'on doit retrouver dans chaque dessert, mais tu vois un petit peu les textures qui permettent vraiment d'avoir quelque chose de très très bon. Bah, pour moi, il faut toujours avoir un petit peu de croquant, naturellement, pour un petit peu éveiller la curiosité sous la dent. Sinon, il n'y a pas de mâche. Et vraiment, au niveau de la dent, il manque quelque chose pour moi s'il n'y a pas de croquant. Ok, Il doit y avoir un peu de moelleux, type crémeux, enfin crémeux, crème, ou voilà, quelque chose d'un peu plus mou. Et il doit y avoir aussi pour moi toujours un petit peu quelque chose de très 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 aérien, type, type espuma, émulsion, ou quelque chose comme ça qui va vraiment, ça va apporter du goût, mais sous le palais, on va avoir l'impression d'avoir mangé de l'air, quoi. Et donc, ça va ok, pas gaver l'estomac, ça va pas paraître lourd, mais ça va apporter quelque chose en plus quand même. Et donc au niveau vraiment juste des textures, voilà, du croquant, du moelleux et du très léger, très aérien. Euh, Associé aussi toujours, enfin moi, pour moi, dans un dessert, il faut quand même qu'il y ait du frais. Alors c'est pas forcément une glace, quand on entend frais, on pense tout de suite à glace ou sorbet. Ça peut être un granité, euh, ouais, ça peut être un petit shooter d'une infusion en mode un peu thé glacé, quoi, servi très très froid. ouais. Voilà, mais quelque chose qui vient un petit peu rafraîchir le palais, quoi. Ok, très intéressant. Et c'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, 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 je m'en souviens. C'était, j'avais revisité un opéra et Ok. j'avais fait framboise hibiscus et fève de tonka. Et les saveurs de ta toute dernière création? Pour voir un petit peu toute l'évolution. Qu'est-ce que... Bah là, ouais, il y a vraiment une belle évolution en effet quand posé comme ça, c'est vrai que ça saute un peu plus aux yeux. Ça devient une évidence, c'est vrai. La toute dernière, c'était un dessert en trois services intégralement autour du chocolat amer. Ok. Donc voilà. Bon, après, voilà, fatalement, on est dans la période hivernale aussi Oui, bah oui. et la saisonnalité joue beaucoup, hein. J'aurais pas créé ce dessert-là en plein milieu de l'été, ça c'est sûr. Mais, mais c'est clair que quand j'aurais commencé, jamais j'aurais sorti un dessert, euh, pas forcément en trois services, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les techniques et puis la vision des choses de sortir des desserts de cette façon-là. Mais en tout cas, j'aurais pas sorti un dessert autour du chocolat amer. Non, ça je l'aurais pas Ouais. fait. J'aurais pu Parce que du faire coup, un chocolat noisette ou un chocolat caramel. Oui, à cette époque-là, je l'aurais fait, mais full amer, non. de quoi il se compose ce dessert-là? Alors, le premier service, c'est une tarte fine au chocolat. Ok. Donc, on est sur un chocolat 82%.
Donc c'est quand même assez corsé. Le second service, c'est un chaud-froid. Donc il y a un siphon chaud au chocolat, un peu dans l'esprit d'une OK. mousse chocolat à la minute, mais Mmh. chaude. Du coup, avec une quenelle de crème glacée au chocolat posée dessus. Euh, le troisième service, ce sont en fait des petites tuiles très très fines plantées dans du gourmet de cacao, hein, c'est assez visuel. Au chocolat et râpé avec un râpé de gourmet de cacao et un petit peu de fleur de sel. OK, et tu utilisé le même chocolat pour les 3 desserts? Exactement, c'est le lien en fait Ouais, des trois services et ben le point central, ça reste en fait, c'est uniquement le même chocolat. OK. Justement, comment est-ce que toi, tu as découvert la pâtisserie? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire ce métier, tu vois, de Alors, c'est pas venu tout de suite. J'ai un parcours qui est peut-être un petit peu atypique. J'avais pas mal de facilité à l'école, donc voilà et moi, j'étais peut-être un peu dans une période, voilà, comme tout adolescent ou un petit peu rebelle, un peu voilà et bah, tout me prédestinait à faire des études et bah, juste parce que tout me prédestinait à faire des études et bah, j'ai décidé de pas en faire. OK. Tout le monde me disait: «Bah, toi, tu vas faire des études, tu vas réussir, machin et tout ça» et bah, je me suis dit: «Bah, non, heu, je vais pas faire d'études, mais je vais réussir quand même». Heu, donc c'est vrai que ça a fait un peu débat, dans la famille, tout ça, enfin voilà quoi. Et du coup, je suis parti, d'abord alors j'ai fait ce parti pris, assez jeune puisque j'avais 14 ans et demi. OK. J'habitais encore en Belgique à cette époque-là et à cet âge-là, en Belgique, la seule façon de pouvoir aller, enfin se diriger vers des métiers, de l'artisanat, c'est de faire une école. Le CEFA n'existe absolument pas je veux dire à cet âge-là. Du coup, j'ai été dans une école hôtelière et là, par contre, on n'a pas le choix de spécialité. On était obligé de tout voir pour, justement laisser un peu la possibilité en grandissant d'avoir vu et du coup Mmh. de choisir plus facilement. Sauf que moi, un an après ça, on est arrivé en France, donc j'ai suivi mes parents et là, j'ai voulu faire de la pâtisserie parce que c'est ce qui m'avait le plus plu dans ce que j'avais découvert un an plus tôt. Donc je suis arrivé en boutique, seul problème, c'est qu'on était dans un petit village et j'ai le seul maître de stage Ouais. d'apprentissage, pardon, qui acceptait de me prendre, lui avait un débit qui était beaucoup plus important en boulangerie qu'en pâtisserie. Il avait une petite gamme de pâtisserie pour ses clients, mais voilà quoi, dans un village, bah, il fallait vendre du pain. Ouais. Donc il m'a dit, écoute, moi c'est pas que je veux pas te prendre, mais si je te prends, par contre, j'estime que j'ai pas assez de débit pour te former comme je veux et au point où je veux que mes apprentis sortent en pâtisserie. Donc je veux bien te prendre en boulangerie et par contre, je te prends avec moi sur toutes les réalisations Pâtissière. Ouais. pâtissières. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc j'ai fait mon premier CAP en boulanger du coup. Au bout des 2 ans, en fait, alors la pâtisserie m'attirait toujours, mais voilà, j'avais vu que le format boutique et moi, je suis quelqu'un qui je me lasse très, très vite et bah, au final, dans une boutique, bah, il y a quand même une routine, quoi qu'on en dise, Ouais. il y a une routine, quoi. Alors c'est très, très bien et je conseille vraiment à tous les jeunes de démarrer par de la boutique parce que c'est de cette façon-là qu'on apprend, en fait, toutes les bases. Voilà quoi. Vraiment, ça m'a permis de voir toutes les bases de pâtes, de crème, de machin et tous leurs dérivés. Vraiment, c'était ça. Je suis vraiment aujourd'hui, avec le recul, je suis super content et à refaire, je referai la même chose OK. pour cette partie-là du moins. Et donc du coup, bah, voilà quoi. Mais à la fin, par contre, il y a un constat où je me voyais pas faire ça pendant 40 ans quoi. Je veux dire, voilà quoi, 40 ans avec la même routine, enfin même plus d'ailleurs,
c'était vraiment inenvisageable pour moi. Et donc j'en ai un peu parlé à mes professeurs au CFA et tout ça. Et il y a un de mes professeurs qui m'a dit, mais si c'est juste la routine, entre guillemets, qui te dérange, bah, va voir du côté de la restauration, parce Mm. que la restauration, ça fonctionne sur des services et aucun Oui, service n'est pareil. Les cartes changent, les produits changent, tout suit la saisonnalité. Enfin, vraiment, c'est un rythme complètement différent. Mais dis attention, par contre, tu vas rentrer dans un rythme de coupure, quoi. Il faut le supporter, il y ouais. en a plein qui ne le supportent pas. Je dis, bah pourquoi pas. Et bah, même chose, j'étais toujours, voilà, j'étais encore très jeune, j'avais qu'un scooter pour me déplacer, euh, j'ai trouvé un restaurant qui acceptait. En fait, c'est un des restaurants qu'on fournissait avec la boulangerie, qui a dit, bah écoute, moi je veux bien te prendre, mais un peu grosso modo, même topo, quoi. Moi, j'ai pas besoin d'un pâtissier, je fais de la cuisine Ouais. traditionnelle, voilà, je fais un peu de banquet les week-ends. Je peux pas, enfin voilà, j'ai pas de chef pâtissier pour te former, rien du tout. Dis si tu viens, c'est en cuisine. Mais bon, dans le cursus de, enfin, d'un diplôme culinaire, il y a fatalement, bah, tu vas voir des entrées, tu vas voir des plats, tu vas voir des desserts. Ouais. Bah, pourquoi pas? Vu que j'avais déjà un CAP, en plus, je passais plus qu'en un an. Donc, bon, je me suis dit, sur un an, je risque pas grand-chose. Allez. Donc, je me suis engagé là-haut. Mais là, ça me plaisait quand même pas tant que ça. J'aimais bien le rythme des services, mais c'est la seule chose que j'ai bien aimé, quoi. Parce que le reste, je trouvais ça trop brouillon, pas assez fin, machin. Le- Au CFA, je commençais franchement à m'ennuyer parce que bah, le cursus, je le connaissais. Et puis, bah, déjà, naturellement, j'avais des facilités avant. Alors, vraiment, le CFA, moi, ça a été un peu une galère quand même, hein. Je, voilà, quoi. C'était C'était vraiment un trop peu. simple. Ah ouais, ouais, c'était. Voilà. Et puis, moi, dès que je m'ennuie, bah, je fais le con, quoi. Enfin, aujourd'hui moins naturellement, mais surtout avant, c'était vraiment voilà quoi. Euh, L'image du gamin qui quand il est pas occupé, bah, il fait des bêtises, bah c'était clairement ça pour moi, quoi. Donc, j'étais turbulent et tout, jusqu'au jour où il y a un formateur du CFA qui m'a dit, bah écoute, tu t'ennuies, bah moi je vais faire en sorte que tu t'ennuies plus. Il dit, voilà, je viens de t'inscrire à un concours. J'ai regardé, j'ai fait, un concours, c'est quoi ça? Je savais même pas qu'il existait des concours dans ce Mm. domaine-là. À cette époque-là, voilà, quoi. Pour moi, les compétitions, c'était dans le sport, quoi. Donc voilà. Et il me dit, bah, vas-y, prépare-toi directement parce que t'es inscrit, c'est dans 3 semaines. Je dis, C'était quel pardon. concours? Je m'en rappelle, du coup, c'est mon tout premier concours, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était le trophée Jean et Maryse Lenoir. C'était un concours Ok. régional qui permettait d'accéder à un concours national juste derrière. Tous les premiers de chaque région étaient qualifiés et on était en binôme avec un serveur. C'était un cuisinier et un serveur. Donc je me suis jeté à fond là-dedans parce que voilà. Et en 3 semaines comme ça, bon bah c'était un peu short time. Entre-temps, on a dû changer de partenaire en salle parce que bah, la première s'est désistée. Par contre, j'ai eu une deuxième qui était extraordinaire, qui aujourd'hui, j'entretiens encore aujourd'hui. Ça va faire 15 ans maintenant et j'entretiens encore des super relations avec elle. Et on finit deuxième. On finit deuxième, Ok. donc juste derrière la place d'honneur, fatalement, la place qui permettait la qualification au Mm. national, mais voilà. Et là, du coup, bah, fatalement, les formateurs se sont dit, bah tiens, voilà quoi, pour le canaliser, on va le diriger vers là. Et en plus, ça fait de la bonne publicité pour le CFA et tout ça, Mm. donc voilà. Et dans les membres du jury, il y avait un chef étoilé. Ok. Et à la fin, donc bon, bah, à la fin, voilà, hein, on boit tous un peu un verre ensemble, remise des prix et tout ça. Et il vient me voir et puis il me dit, bah écoute, si ça t'intéresse, moi je recrute. Je dis, oui, mais vous êtes un peu loin, machin, moi, voilà, je lui explique. Il me dit, non, mais moi ça j'ai pas de souci. Nous on loge, nos apprentis et nos stagiaires sont logés sur place. Et là, direct, j'ai dit, bah moi j'arrive l'année prochaine. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, mais toujours en cuisine. Et par contre, je suis arrivé sur un diplôme supérieur. Donc déjà, ça me permettait de un poil, parce que j'arrivais en BP, donc brevet professionnel, un niveau bac, quoi. Mm. Enfin, une équivalence bac, du moins. Et du coup, ça me permettait d'un
petit peu moins m'embêter à l'école, parce que les cours, on attaquait vraiment les cours de gestion et tout ça. C'est des cours que, bah, fatalement, j'avais pas vu avant. Alors, c'était pas des cours compliqués pour moi, mais c'était des cours nouveaux. Et du coup, Ouais, bah, voilà quoi, ça aidait déjà à passer le temps. Plus à côté de ça, le CFA m'a sorti sur ces 2 ans de brevet professionnel un cursus, enfin un horaire, en planning, calendrier des concours, qui était quand même assez chargé. Et donc, bah, l'un dans l'autre, voilà quoi. Ça a été vraiment 2 ans où j'étais un peu focalisé sur les concours, où on a fait de très beaux résultats en concours. J'ai vraiment, voilà. Et à côté de ça, moi, je venais de mettre un pied dans la haute gastronomie, travailler en brigade, la rigueur des brigades, la finesse sur l'assiette, attention sur chaque détail. Voilà, quand on dressait avec des pinces, moi, pour moi, j'avais vu première fois, ouais. enfin, des pinces, je voyais ça dans Grey's Anatomy, pour les chirurgiens, quoi. C'était voilà quoi, c'était vraiment un monde tout nouveau et je m'y suis plus dans cette rigueur-là, je m'y suis plus dans cette précision-là et j'ai adoré ça. Mais j'ai jamais lâché cet amour pour la pâtisserie. Quand je voyais le chef pâtissier, bon, on travaillait sur 2 étages, donc malheureusement je pouvais pas tout voir parce que bah eux ils étaient à l'étage inférieur, les cuisines. Mais quand je voyais les desserts passer, tout ça, je me disais waouh, c'est de l'orfèvrerie. Enfin, j'étais fan. Et donc ça a été vraiment 2 ans un peu. C'était le tournant de ma carrière et c'est ce qui a conditionné toute la suite de ma carrière, clairement. Clairement, clairement. Donc voilà, voilà, ouais, c'est ça. Les concours, la haute gastronomie, ça a été les deux révélations de ce diplôme-là. Et c'était vraiment extraordinaire. Plus un peu, j'ai envie de dire, un peu l'émancipation, parce que bah voilà quoi, j'ai lâché le foyer familial, je suis arrivé tout seul à me débrouiller, donc enfin, il y avait tout, ça a été le vrai tournant dans ma vie. Euh, C'était dur, on faisait vraiment beaucoup d'heures, Mm. mais j'aimais ça, vraiment j'aimais ça. Euh, j'aimais beaucoup ça, et puis voilà, j'avais un chef qui était extraordinaire, qui j'ai encore beaucoup de contacts avec, qui aujourd'hui est retourné en Angleterre. Parce que donc lui, il avait fait ses armes en Angleterre et sa femme était anglaise. Euh, donc voilà, et aujourd'hui il est retourné en Angleterre avec sa femme et ses filles du coup. Mais voilà quoi, Chef Michael, ça a été vraiment le premier grand chef qui, 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 qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vraiment, c'était le déclic, c'est grâce à lui, cette rigueur, c'est grâce à lui. Enfin, vraiment, toutes les bases et tous les débuts, tout ça, c'est grâce à lui, quoi. Donc, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et énormément de respect. Donc voilà. Après, à la fin de ces 2 ans-là, en fait, bah, entre-temps, le chef pâtissier a changé. C'est un sous-chef à Ducasse qui est arrivé. Et là, j'ai encore préféré les desserts. Je me suis dit, waouh, c'est là que j'ai compris ce que c'était que le travail du produit avec lui. Ouais, Et du coup, à la fin de mon apprentissage, lui, il démissionnait aussi de la briqueterie et il partait ouvrir, lui, une pâtisserie fine, ok. en mode vraiment salon de thé. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup à la mode, mais je parle de ça Ouais, il y a 12 ans en arrière. Il faisait partie des précurseurs de tout ça. C'était le tout ouais. début des salons de thé, en fait, hein, en réalité, hein. Des salons de thé modernes, je parle un peu en mode bar à pâtisserie et tout ça. Donc j'ai fait l'ouverture avec lui à ce niveau-là. Et, euh, et puis, donc c'est là que j'ai enfin pu refaire, du coup, pour la première fois où j'ai fait mon Ouais, diplôme la pâtisserie. en pâtisserie. Et là, bon, bah là, c'était vraiment de la pâtisserie quand même fine, haut de gamme. Et donc là, j'ai repris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et là, j'ai compris à la fin de ça que le déclic, c'était de réussir avec les bases que j'avais eues tout au long. Entre les bases de la pâtisserie, il fallait que je retourne maintenant en restauration et revivre en fait ce que j'ai vécu à la briqueterie, mais en version sucrée. Ouais. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à aimer et à devenir pâtissier en restaurant. Et aujourd'hui, est-ce que du coup, entre la boutique et le restaurant, enfin, et la restauration, qu'est-ce qui te plaît le plus? Tu vois, qu'est-ce qui t'attire le plus? Justement, en plus, maintenant que tu as vu un petit peu, tu vois, ces deux côtés, de à Ouais. la fois, bah, du coup, la pâtisserie en boutique qui reste, enfin,
qui a certains codes, et la pâtisserie en restauration qu'en a d'autres. Qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, t'attire le plus? Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment ce que tu viens de dire, hein. Il y a vraiment deux codes différents. Bien souvent, moi, je dis que c'est même deux métiers différents. Ouais. Honnêtement, notre métier de pâtissier en restaurant ressemble plus au métier de cuisinier Ouais. que au métier de pâtissier boutique. En toute honnêteté, en toute humilité, hein, je veux pas, voilà, c'est à mon niveau et enfin, de mon point de vue et de mon regard, vraiment, c'est ce que je pense concrètement. Alors, la question elle est un petit peu ambiguë pour la simple et bonne raison que si tu m'avais posé cette question-là, je veux dire, quand j'ai repris, quand je suis reparti du coup en restauration étoilée, mais ce coup-ci Mm. sur la partie sucrée, je t'aurais dit sans hésiter une seule seconde, euh, bah, pâtissier en restaurant, quoi. Aujourd'hui, alors je ne lâcherai pas le métier de pâtissier en restaurant parce que ça reste mon premier, enfin, mon premier coup de foudre, le vrai coup de foudre, c'est la restauration. Et, Ok. et j'aime ce système de restauration et tout ça. Mais par contre, tu vois, bah, sur les 3 derniers postes que j'ai pris en tant que chef pâtissier, bah, j'ai fait en sorte de postuler qu'à des endroits où il y avait soit un tea time, soit une Ouais. boutique, soit un afternoon tea ou des choses comme ça. Parce Pourquoi? que, eh ben, aujourd'hui, j'aime ce travail, cette beauté du travail sur une pièce unique. Voilà, dire hop, boum, voilà, je fais un éclair, mais il est carré, quoi. Pouf. Même un beau cake, travailler autour d'un beau cake, faire un bel opéra, un beau Paris-Brest. Voilà, moi j'aime les classiques, j'aime beaucoup les classiques. Après, j'aime quand même les moderniser parce que enfin, je veux dire, le Paris-Brest d'il y a 40 ans, tu prenais la moitié d'une part, tu l'avais sur Ouais. l'estomac pour le reste de la journée, tu le montrais à un diabétique juste à le regarder, il faisait une crise. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, la pâtisserie, pardon, elle a quand même évolué. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut être capable de s'adapter au temps. Et puis aujourd'hui, faut pas se mentir, hein, le sucre est diabolisé. Ouais. Le gras aussi. Enfin voilà, quoi, on est de plus en plus dans des tendances healthy un peu. Donc c'est clair que faire une crème au beurre juste au beurre au sirop, bah non. Ouais. Non, aujourd'hui ça en fait plus quoi. Enfin, je veux dire, ça va plus. Donc, voilà, mais garder quand même l'esprit de ces grands classiques et faire un beau travail de précision sur une pièce comme ça, et ben, je prends aujourd'hui beaucoup de plaisir à le faire. Donc c'est pour ça que, voilà quoi. Si vraiment je dois faire un choix pur et dur, mon choix ira vers la restauration, mais j'ai quand même ce besoin de, de pouvoir travailler sur des petites pièces uniques, un peu travailler en mode pâtisserie boutique, quoi. Ouais, donc limite presque en fait, garder toujours ces 2 métiers, enfin, tu vois, ces 2 facettes du métier, et avoir toujours ça, pour pouvoir faire les 2, tu vois? Avoir à la fois, enfin, c'est ça qui te botte toi, d'avoir à la fois, en fait, le côté dessert de restaurant, et à la fois, en fait, garder le Oui, c'est ça. Enfin, après, vraiment, là où moi, la grande révélation, où là, je me suis dit, bon, bah, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est quand je suis arrivé au Chambard. Donc là, bon, bah, on arrivait ouais, sur un autre step, quoi, hein. On arrivait sur quelque chose, voilà, 2 étoiles au guide Michelin, chef meilleur ouvrier de France. Là, je suis arrivé, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une très grosse pression en arrivant. Euh, Parce qu'en fait, quand je suis arrivé la première fois dans les cuisines, une étoile de la briqueterie, alors oui, j'avais une pression, mais j'avais surtout beaucoup d'excitation. OK. Beaucoup, voilà, j'étais un gamin dans un magasin de jouets, quoi. Ah enfin, voilà, quoi, ça pétillait de mille feux, tout en sentant que c'était vraiment un univers de grande rigueur que je ne connaissais pas. Et j'avais jamais travaillé autour d'autant de personnes et tout ça, donc voilà. Et c'était une vision peut-être plus enfantine aussi. Tandis que là, en connaissant les rouages du métier, en connaissant les réputations, la notoriété du Chambard, la notoriété d'Olivier Nassy, bah là, pouf,
Là, c'est clair que je suis rentré en tant que sous-chef et là, je me suis dit: «Ouh là, c'est un autre morceau, quoi». Mais je me suis beaucoup, 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 beaucoup épanoui dedans parce que c'est le 1er établissement que j'ai fait dans ma carrière où j'avais tellement de choses à gérer différentes. Donc je m'éclatais tous les jours. Il y a pas un seul jour où j'ai ressenti, heu, ce côté, bah, je suis en train de me lasser, quoi. Et ça, c'était la première fois de ma vie où ça m'arrivait, quoi. Heu, Pourquoi? Parce qu'il y avait un restaurant gastronomique 2 étoiles, il y avait un bistronomique, vraiment bistrot haut de gamme, mais un bistrot quand même, donc où on faisait des desserts beaucoup plus décontractés. On avait les petits déjeuners sur lesquels on faisait un Hmm. buffet aussi de desserts. On avait, les pièces, on avait des pièces de tea time, on avait des cakes d'accueil. euh, voilà, on faisait aussi un petit peu, bon, on avait une petite salle de séminaire, donc on faisait aussi un petit peu de séminaire. On faisait de l'accueil personnalisé en chambre pour des clients qui commandaient ça en plus. Et on avait aussi en face un restaurant de tartes flambées pour lesquels nous, on créait aussi tous les desserts. Ok. Donc, et là, je me suis dit, waouh, c'est génial, quoi. Voilà. Et donc, du coup, c'est clair que derrière ça, bah voilà, par exemple, encore mon dernier poste, par exemple, et ben voilà, il y avait le gastro étoilé, il y avait un bistrot et il y avait une boutique. Et ben aujourd'hui, voilà, j'ai besoin d'un peu tout pour vraiment m'épanouir. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu crées un nouveau dessert? Qu'est-ce que tu vois, comment tu le réfléchis? Peut-être comment tu réfléchis un dessert de restaurant du coup et un dessert plutôt individuel, enfin plutôt type boutique. Est-ce que c'est la même méthode que tu utilises? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors, la base, pour moi, pour tout, qu'on parle d'un dessert boutique, d'un dessert restaurant gastronomique, type haute couture ou d'un beau bistronomique un peu plus décontracté. Hmm. Pour moi, et j'en suis convaincu aujourd'hui, ce qui donne le pas, c'est la saisonnalité. Ok. C'est la saisonnalité. Heu, Moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie, bon, c'est clair que fatalement, en étant dans la gastronomie, bah, je suis fan de gastronomie, donc je suis aussi fan euh, de faire d'autres restaurants, d'aller voir des confrères, d'aller machin. Là aussi, on puise de l'inspiration. En fait, quand on va voir des confrères et tout ça, bah, on puise. C'est pas copier le dessert, c'est pas prendre un dessert et refaire le même dessert. C'est se dire, bah, tiens, il a fait cette technique-là, bah, cette technique-là, elle est très belle, et ben, je peux m'en inspirer. Ou tiens, il a associé ça, et ben, c'est une très belle association, bah, ça, je peux m'en inspirer. Donc, il y a une partie euh, à ce niveau-là de l'inspiration, mais comment dire, la partie primordiale de l'inspiration, elle vient vraiment de la saisonnalité du produit, quoi. Quand ton maraîcher ou ton, ton fournisseur, tous tes petits producteurs comme ça, ton apiculteur qui vient de voir avec un miel qui, une fois tous les 5 ans, eh ben, Ouais. on arrive à avoir un miel de bourgeon de sapin, quoi. Mais un miel de sapin, c'est très rare, mais c'est extraordinaire. Bon, bah voilà, et bah boum, la saveur, lorsqu'on va déguster ça, et bah ça va donner un déclic. Et ce déclic, il peut être de beaucoup de façons différentes. Il peut être, il peut faire ressurgir un souvenir, il peut faire ressurgir une émotion, il peut faire ou tout simplement provoquer une nouvelle émotion ou un nouveau, une nouvelle rencontre, un peu, j'ai envie de dire, Ouais. entre les papilles et le produit qu'on vient de déguster, quoi. Euh, je veux dire, des fraises, j'en ai goûté, mais peut-être des milliers avec qui ont chacune eu un goût différent, quoi. Je veux dire, donc voilà, c'est vraiment à chaque fois, il y a toujours une nouvelle chose qui se passe. Et pour moi, tous mes confrères, euh, j'ai déjà été goûter des desserts vraiment complètement décontractés dans des bistrots où il y a des confrères qui officient mais qui ont cette mentalité-là. Et ben, j'ai déjà mangé des meilleurs desserts de ces confrères qui suivent cette saisonnalité, qui ont cette vision de la saisonnalité et du fruit à pleine maturité ou, enfin, Ouais. ou du produit euh, au juste moment, j'ai envie de dire, servi et utilisé au juste moment.
bien meilleur que des desserts dans des restaurants étoilés, qui laissent ça à la carte, parce que des fois à l'ancienne et ben, un dessert phare, c'est un dessert phare, il faut qu'il soit, toute l'année à la carte et du coup on en perd de la saisonnalité, quoi. Je veux dire, c'est dommage, mais c'est comme ça et donc du coup ça, moi, c'est en tout cas, moi, c'est clairement pas ma vision des choses. C'est vraiment pour moi, ce qui dicte vraiment la chose, c'est la saisonnalité. Après, comment concevoir? C'est clair que par contre, la réflexion autour du dessert n'est clairement pas la même Ouais, sur un dessert en restaurant ou sur un dessert boutique. Heu, alors, bah, déjà, premièrement, qu'on soit sur un restaurant, un beau bistrot ou un gastro, hem, déjà, quoi qu'il arrive, on a j'ai envie de dire les contraintes du service. Donc ouais, je vais dire, mais d'un autre côté, on a les contraintes du service d'une part, certes, mais on a aussi les avantages du service. L'avantage du service, c'est de pouvoir se dire, on peut, créer un dessert qui ait une durée de vie de 10-15 minutes. Voilà, on le crée, boum, tac, il est fait, il est servi et mangé directement. Donc ça permet de pouvoir mettre une glace, de jouer sur un chaud-froid, de faire des choses comme ça. Un soufflé serait un soufflé, c'est invendable en boutique, c'est irréalisable. ouais. Oui, bah oui, clairement. Voilà, servir une quenelle de glace, sur un dessert en boutique, c'est la même chose. C'est soit on fait un dessert glacé et les stocker, voilà et puis servi glacé, ça c'est une chose, hem, mais voilà. Donc c'est clair qu'on n'a pas les mêmes codes. En effet, il y a pas les mêmes règles. Un dessert boutique, il doit être, alors en théorie, il doit être aussi bon sur le papier, on doit se dire qu'il est aussi bon, quand on vient de le mettre en boutique qu'à la fin de la journée. Alors ça, c'est pas vrai, qu'on soit bien d'accord, pour la plus il y a quelques exceptions, il y a sur des gros gâteaux qui doivent s'imprégner un peu des fruits et tout ça, qui prennent, voilà, ça oui, et de toute manière, sur les grosses pièces, sont toujours moins soumises un peu à l'altération du temps, Ouais. certes, mais si on parle vraiment des pièces uniques, type un éclair, on va pas se mentir, l'éclair qui est posé le matin à 8 heures du matin dans la boutique, vous mangez cet éclair-là, vous revenez, heu, le je veux dire en fin de journée et vous prenez un autre éclair qui a été fabriqué en même temps le matin, voilà, la pâte à choux, elle sera déjà beaucoup moins craquante. Mmh mh. Voilà, on va perdre un petit peu le jeu de texture qu'on avait normalement sur un bel éclair. Tu vois, quand tu le dégustes, tu as un peu le côté croustillant de la pâte à choux et puis le côté moelleux du fourrage, de la garniture. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il est pas bon, c'est juste qu'il a évolué. Mais voilà, dans la réflexion, il doit quand même tenir une journée et rester bon toute la journée. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est un petit peu voilà la grosse différence au niveau des règles de conception entre restaurant et boutique, c'est surtout ça, c'est un peu la durée de vie, quoi. Après, entre restaurant bistronomique et gastronomique, c'est généralement qu'entre bistronomique, bah, on a généralement une capacité d'accueil plus grosse. On vend les desserts naturellement moins cher et on a moins de personnel derrière. Donc, c'est des desserts qui doivent être capables d'être montés un petit peu à l'avance. Alors, sans être montés la veille, je veux dire, mais en étant montés à la limite en début du service, quoi, ou quand la Ouais. commande arrive. Tandis qu'en restaurant gastronomique, bah là, vraiment, on va vraiment jouer sur l'instant T. Le dessert va être alors, il y aura une mise en place de fait, ça faut pas se mentir. Il y a une mise en place, Oui. mais le montage du dessert, il se fait à la réclame, quoi. Donc là, on peut encore aller pousser plus loin et jouer sur d'autres choses et vraiment approfondir les choses. Donc la réflexion, voilà, elle évolue clairement en fonction des choses, quoi, en fonction Ouais, de la du type de destination, dessert. de la destination du dessert. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est gourmandise, vraiment. Gourmandise, faire plaisir et se faire plaisir. Ça, c'est vraiment, c'est la première chose qui me vient à l'esprit directement, Ouais. mais vraiment talonné par, par un petit peu, le pari que j'ai fait, quand j'étais petit, en fait, en réalité. À cette époque-là, je me suis jamais de la vie, je me suis rendu compte,
dans quel pari je m'engageais, parce que par contre, derrière ça, il était hors de question que j'échoue, en fait. Mais j'avais pas calculé et mesuré l'ampleur de la décision que Mm. j'ai prise au moment de dire, bah non, des études, j'en ferai pas. Enfin, j'en ferai pas. Au final, j'ai quand même fait, quand on cumule tous les diplômes que j'ai fait, j'ai quand même fait 7 ans, j'ai passé 7 ans en apprentissage, quoi. Entre la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, Oui. euh, et les diplômes supérieurs en cuisine. Au final, techniquement, j'ai un bac plus 2 aujourd'hui, donc un niveau BTS, voilà, quoi. Donc, c'est assez paradoxal, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu un autre débat. Mais oui, c'est vraiment un peu le premier parti pris que j'ai fait dans ma vie, eh ben, c'est la pâtisserie. La première grosse décision, la première grosse prise de risque, alors qu'au moment où j'ai fait, je ne le savais pas, sans en être conscient du coup. Mais aujourd'hui, avec le recul, si. Et par contre, il était clair qu'avec tout ce que ça avait engendré autour de moi et surtout sur le plan familial, euh, j'avais pas d'autre choix que de réussir. Donc il y a une petite pression derrière la pâtisserie quand même. Ça a été vraiment ma première prise de pression. Ouais. La vraie pression, la vraie prise de risque, ma première grosse prise de risque dans ma vie, je veux dire, ça a quand même été ça au final. Avec le recul. Mais sur le moment, je le Oui, savais. bien sûr. Mais bon, ça c'est toujours comme ça. Ouais. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler, toi? Tu vois, celui dont tu pourrais pas te passer et qui, si demain je te dis: Ça existe plus», ça met, Alors, je vais, je vais suivre une logique que j'ai depuis le début. Il y en a deux. Alors, d'une part, c'est la vanille. ouais, Je suis, je suis fan, mais un fan inconditionnel de vanille, vraiment. Des fois, même peut-être à outrance, mais vraiment, j'adore ça. J'adore ça et toutes les déclinaisons sous toutes ces variétés. Vraiment, je suis un fan inconditionnel de vanille. Euh, je suis capable de gratter, c'est énorme, hein, mais de te gratter 6 gousses au litre dans une crème anglaise, quoi. mmh, Je veux que la crème anglaise, elle sort, elle est noire. Elle est noire de vanille, quoi. Mais je suis fan de ça. Et le deuxième produit dont je pourrais pas me passer, c'est le citron. OK, Pour moi, le citron, je règle en fait toutes mes acidités grâce au citron. Et moi, en pâtisserie, je vois presque le citron comme le sel en cuisine. Pour moi, OK. c'est un exhausteur de goût. Bien dosé, c'est un exhausteur de goût. Trop dosé, ça tue un dessert. S'il est mal dosé, ça tue ton dessert, bah, comme le sel dans un plat. Du sel, un plat sans sel, c'est insipide, c'est voilà quoi. Euh, un plat trop salé, c'est immangeable. Mais un plat Ouais, justement, salé, mmh, et bah là par contre, c'est un exhausteur de goût et ça met en valeur ton plat. Et bah pour moi, le citron en pâtisserie, c'est la même chose. OK. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender, tu vois, où t'as pas forcément encore trouvé la bonne manière de le travailler pour lui rendre, complètement hommage? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pourtant, ça va faire un petit temps maintenant que je m'acharne dessus. Alors, j'ai sorti des versions qui étaient correctes, mais qui pour moi ne sont pas assez, je veux dire, assez abouties. Kiwi. Et en plus, bah, des fois, j'essaye de chercher des inspirations et tout ça, mais il y a très peu, très peu, très peu de Ouais. mes confrères qui travaillent le kiwi. C'est très rare qu'on voie des desserts autour du kiwi. C'est clair, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a pas enfin, c'est compliqué de c'est compliqué de trouver, même je trouve, tu vois, avec quoi le marier, comment le Ouais, c'est travailler, je ça. trouve ça C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai sorti une version à un moment qui était fromage blanc, kiwi et shiso, ouais. qui était la version la plus aboutie que j'ai sortie et qui était complètement acceptable, mais qui n'était pas assez aboutie à mes yeux, à moi et à mon sens propre. Et est-ce que, tu aurais un conseil à me donner à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez? Peut-être aussi, tu vois, un conseil que toi, t'aurais aimé recevoir, quand tu commencé la pâtisserie? C'est pas le conseil d'un dessert, j'ai envie de dire, c'est plus le conseil d'un ressenti. OK. Euh, hum, il faut
quand on crée un dessert et que ce soit toi, chez toi, qui va faire un dessert, juste pour toi parce que tu as envie de le faire juste pour toi, ou juste pour faire plaisir à des amis parce que tu fais une soirée, ou pour faire plaisir à ta famille, ou pour faire plaisir à comment dire, à Ouais, d'autres personnes. Alors, tu vas adapter le type de dessert, mais il faut aussi que tu adaptes un petit peu, je veux dire, pour moi, dans chaque dégustation, et là, pour moi, ça marche aussi que ce soit sur du salé ou du sucré, il y a de la psychologie derrière, ok. et il faut pas t'enfermer, en fait, dans ton ressenti personnel. Parce que généralement, quelqu'un qui aime cuisiner ou quelqu'un qui prend du plaisir à faire de la cuisine ou de la pâtisserie, quand il le fait pour d'autres, va être très très rarement satisfait de ce qui va sortir. Il va toujours se dire, ah non, putain, je vais devoir présenter ça à mes invités, c'est pas ce que je voulais sortir. Parce que généralement, tu vas te dire, bah tiens, enfin dans ta tête, tu vas Ouais, matérialiser un point d'arrivée et tu vas pas forcément toujours arriver exactement à ce point d'arrivée-là. Et en plus de ça, eh ben, d'autant plus quand voilà, quand ça va être toi chez toi ou voilà, et ben il y aura toujours des petits défauts. Mais toi, vu que tu les as fait, bah, ces défauts-là, tu sais exactement où mm, ils sont. Et ben, dis-toi que à table, c'est juste des amis qui, eux, n'auraient peut-être même pas entrepris de faire ce dessert-là. Ils auraient été chez le pâtissier et acheté un gâteau. Donc, ils vont tout de suite être bluffés. Donc, retire-toi une pression et, euh, et te focalise pas sur les défauts ou sur l'arrivée pure que tu t'es dit. C'est tout. Si tu vois que tu n'arrives pas exactement sur le type de décor que tu voulais ou le visuel là où tu voulais arriver, et ben, t'enferme pas à t'acharner à essayer de vraiment coûte que coûte ressembler au maximum au visuel que tu ouais. voulais. Et peut-être prends un peu de recul, un petit peu de largeur et d'ouverture d'esprit et trouve peut-être un autre décor qui va plus s'adapter, ou du moins tout aussi bien s'y adapter, et qui va très bien faire le travail, en fait. Effectivement, bah, merci beaucoup pour ce conseil. Bah, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, la Belgique en 3 saveurs, ça donne quoi? Voilà, question piège. Trois saveurs. Je vais pas être très très créatif, mais on va dire la gaufre de Liège, le Ouais. spéculoos et la bière. Tu peux faire un dessert autour de ces trois produits pour rendre hommage à la Belgique? Bah, au spéculoos, oui, Oui. facile, on peut faire beaucoup de choses. Le premier qui me vient à l'esprit, alors lui, il est très très. Je vais prendre beaucoup sur moi pour le dire maintenant parce que si ma grand-mère apprend ça, je suis déshérité. Mais bon, ma compagne en est fan, ce serait le tiramisu au spéculoos. Ah oui. Donc voilà. La gaufre de Liège, bah, j'ai envie de dire, c'est déjà un dessert à lui-même. Non, mais tu vois, faire un dessert qui mêle les trois en même temps. Ah! Où il y ait Ah! Oh et de la bah, gaufre, et du spéculoos, et de la bière. oh bah oui, bah je pense que je partirais sur une base, donc créer une gaufre, mais en retirant une partie, je veux dire de la levure lors de la fermentation, la remplacer par de la bière, Ok, qui peut faire office de aussi de levure, ouais. ferment, ouais. Pas à 100%, mais en tout cas retirer une partie et en ajouter, donc faire une gaufre un peu à la bière. Et puis par-dessus ça, venir faire un joli petit crumble au spéculoos à saupoudrer dessus pour apporter un joli croustillant. C'est quoi, toi, le dessert classique par excellence que t'adores retravailler? Le Paris-Brest. Ok. C'est quoi la version que t'as fait que t'adores? Le Paris-Brest 100% noisette. Ok. C'est quoi ton péché mignon? Ah, je dirais quand même le tiramisu. Mais le classique, pas celui au spéculoos. Ah oui, Ah non, non, oui. mais moi je mange pas celui au Ah oui. spéculoos. Non, non. Moi je suis fan du classique. On est d'accord. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Le kombucha. Et pour l'utiliser dans un dessert, tu pourrais? Oui, 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 Ok. oui. Tu l'utilises comment? Ça m'intrigue.
Bah, justement, un petit peu comme, je te disais, enfin, on en parlait Ouais, en début, au tout début de l'échange. Tu sais, je te parlais un peu d'un petit ouais, shooter à côté en thé glacé et bah, tu vois, un kombucha, alors c'est clair que tu en mets pas autant ouais, qu'un thé glacé parce que sinon, au bout d'un moment, tu tiens un peu la tête, mais vraiment en mode, pur shooter, quoi. Tu sais, un peu one shot, ouais. bien frais comme ça et ben, un bon kombucha comme ça, ça ça relève, vraiment pas mal, enfin, ça peut très bien se marier avec un dessert autour de l'agrumes ou quelque chose comme ça, ouais. Ok, c'est assez intéressant. Parce que c'est vrai que, tu vois, je connais le kombucha que tu bois comme ça. Euh, mais dans un dessert, c'est... J'avais jamais entendu. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues? Ça, c'est vraiment une question compliquée parce que je suis fan d'une grande partie de mes confrères, en fait. Je suis leur premier fan, en réalité. Euh, allez, bah, on va toujours suivre ma logique et bah, je vais te sortir deux noms. La première, je mettrais Claire Etzler. Ok, En plus, elle est pas très loin de chez moi. ouais, Euh, Elle a vraiment une vision un peu. Alors, j'aime pas forcément ce terme, mais au moins il parlera au plus grand nombre, japonisante de la ouais. pâtisserie. Et donc, je suis sûr qu'il y aurait des saveurs, enfin, voilà, ou du moins Ouais, un travail une assez intéressant. arrivée, voilà, une arrivée un peu inattendue ou avec des découvertes et des belles choses comme ça. Donc en numéro un, au final, je mettrais Claire Etzler et en numéro 2, c'est Sébastien Vauxion. Bah maintenant, j'ai cinq dernières questions. T'es plutôt vanille au chocolat, Vanille, chou ou cake, chou. tea time ou dessert à l'assiette, Allez, tea time, herbe ou épice, épices. laquelle? J'aime quand même particulièrement bien la badiane. Ok. Et enfin, ton dessert à la rhubarbe ou celui chocolat amer. Pff, même chose, là, allez, parce que pour moi, c'est le premier grand dessert vraiment dont j'estime que ça Ouais. va être très compliqué de retravailler. Pourtant, il faut que je me force parce que j'estime qu'on n'est jamais à 100% abouti, mais ce serait du coup la rhubarbe. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc que Oui. ce soit une recette à tester, tu vois, un ingrédient à goûter, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Une île flottante autour du fruit. Revisiter Ok. une île flottante autour du fruit. Merci beaucoup pour ce défi. Est-ce que tu as des conseils, je sais pas, sur... Bah, ne pas. Alors, dans les revisites, pour moi, le grand piège, c'est de partir trop loin. Euh, une revisite, il faut quand même garder la base. Donc, dans les conseils, voilà, faut quand même. Je m'attends quand même à avoir quand même une crème anglaise, pardon, ou un équivalent pour faire quand même, entre guillemets, Ouais, flotter l'île. Et je m'attends quand même à avoir un blanc manger. ok. Donc voilà, il faut rester quand même sur l'esprit. Et puis après, voilà, vraiment laisser libre cours à son imagination. Et comme on dit souvent dans le métier, avant de réussir à vouloir faire plaisir, il faut être capable de se faire plaisir à soi. Donc il faut vraiment, quand on crée un dessert, faut qu'on puisse se dire, bah moi je serais content de manger ça. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils et merci pour cet échange. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Que ce soit dans la pâtisserie ou dans tout autre métier, restauration ou autre, c'est vraiment aller au bout des choses. euh, Parce que, enfin, pour moi, en fait, les choses, faut soit les faire bien, Ouais, tout du moins de son mieux. C'est pas forcément parce qu'on n'a pas fait super bien que c'est pas qu'on n'a pas fait de son mieux.
Mais quand on fait quelque chose de son mieux, on a au moins une satisfaction personnelle de dire j'ai fait tout ce que je pouvais. Parce que sinon, autant ne pas faire les choses. Plutôt que de dire, tiens, je vais faire les choses, mais bon, je les fais à moitié ou j'ai fait machin, à reculons, quoi. Bah non, vaut mieux ne pas les faire que de les faire dans cette philosophie-là. C'est soit on les fait et on se dit, bon, je vais m'arracher, je vais faire de mon mieux, ou sinon, vaut mieux ne pas les faire parce que pour moi, c'est juste une perte de temps. Merci beaucoup. Et merci pour tout cet Et échange. ben, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Camille Payot. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!